Donc, le dernier exposé de la journée va porter sur tritium et eau de boisson et il va être présenté par Michel Baudry, qui est adjoint au directeur de l'environnement au sein du pôle santé-environnement de l'URSN. Michel, je te donne la parole. Merci Christophe et bonjour à toutes et tous. Voilà, je vais faire un point sur les références de qualité pour le tritium dans les eaux destinées à la consommation humaine, qui est un point en fait qui commente un avis que l'IRSN a rendu public au début de l'année 2020 en réponse à une sollicitation des pouvoirs publics. Vous m'entendez, hein, tout le monde m'entend? Oui, oui. Oui, Michel, c'est bon. OK. Donc le contexte de la demande qui a été adressée par les pouvoirs publics à l'IRSN, c'est en 2019 que l'ACRO a, tout en révélant quelques mesures ponctuelles de tritium de niveau élevé dans la Loire, a exploité les données du contrôle sanitaire des eaux faites par les ARS, données qui lui ont été communiquées par les DGS, et on a fait une exploitation qui a notamment mis en évidence la présence de tritium détectable dans certaines eaux de boisson, dans certains captages, notamment le long du bassin de la Loire et en région parisienne. Cette étude, cette analyse des données qui a été communiquée par la DGS à l'ACRO a également révélé que pour la période étudiée, aucune valeur ne dépassait 100 becquerels par litre. À peu près dans le même temps, et à partir d'une série de lettres ouvertes qu'a rédigé la CRIRAD par ailleurs, la CRIRAD a procédé à une analyse critique des références de qualité qui étaient en vigueur, qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Une analyse critique qui demandait au pouvoir public d'abandonner les références utilisées aujourd'hui, à la fois la référence de l'OMS et à la fois les références issues de la réglementation européenne. En substance, sur la base d'une argumentation détaillée, la CRIRAD demandait à ce qu'en France, les références de qualité pour l'eau de boisson passent de quelque chose comme 10 000 becquerels par litre à 3 becquerels par litre. Voilà. Alors, cette interpellation qui concernait la ministre de la Santé, le ministre de l'Environnement et le directeur général de l'ASN, cette demande a fait l'objet d'un commentaire par les pouvoirs publics auprès de l'IRSN. Donc, nous avons reçu une saisine conjointe du ministre de la Santé et du directeur général de l'ASN, nous demandant d'examiner les critiques adressées par la CRIRAD vis-à-vis de ces références de qualité et également de compléter cette analyse de l'état de l'art sur les connaissances nouvelles qui auraient permis d'évoluer sur la définition des seuils ou des limites ou des normes de qualité pour le tritium dans l'eau de boisson. Alors ce travail donc a été fait au second semestre de 2019 et l'avis a été rendu au début de l'année 2020. Cet avis est public, vous pouvez le consulter et je vous invite à aller le voir. Donc l'avis est très synthétique, en revanche il repose sur un rapport qui analyse point par point l'ensemble des critiques de la CRIRAD. Alors pour des raisons de timing, hein, ma présentation est limitée, je ne reprendrai pas la totalité de l'analyse de l'IRSN qui a été faite sur chacun des arguments de la CRIRAD, mais dans le rapport, vous trouvez tous les résultats de cette analyse. Je ne reviendrai pas non plus sur la question des données scientifiques récentes sur le tritium, puisque depuis le début de cette journée, nous en parlons et nous en avons le résultat.
Bien entendu, ce qui est dit dans le rapport est conforme dans le rapport qui a été publié au début 2020, est conforme à ce que nous en avons dit aujourd'hui. Voilà. Je vais simplement par la suite donc me concentrer sur les deux questions essentielles qui ont été adressées par la CRIRAD et qui concernent l'origine et les motivations de la détermination à la fois de la valeur d'un côté de la valeur de référence de l'OMS de 10 000 becquerels par litre, et par ailleurs de la référence de qualité européenne de 100 becquerels par litre. Alors on va les prendre l'une après l'autre. Alors, donc on a ces deux références. Celle de l'OMS est en lien avec une référence de gestion du risque sanitaire. La référence de gestion, c'est une dose efficace. Et on va tout de suite voir en quoi elle consiste. La référence européenne de 100 becquerels par litre, c'est une référence qui n'est pas liée à une question sanitaire, elle est liée à une question d'identification de la vulnérabilité des ressources en eau potable. Et on reviendra dessus un peu plus tard. Voilà. Alors, d'où sort cette fameuse valeur guide de 10 000 becquerels par litre? Eh bien, 10 000 becquerels par litre, c'est à peu près, après que l'OMS ait fait un arrondi, c'est à peu près la concentration qu'il faut consommer journalièrement pour arriver à une dose efficace de 0,1 millisievert par an chez un adulte. Si on ne fait pas cette règle d'arrondi, la dose calculée de la même manière est de l'ordre de 7600 becquerels par litre. Cette valeur de 0,1 millisievert par an, c'est le 10e du millisievert par an, qui est une valeur qui est bien connue pour être la limite de dose efficace fixée par la CIPR pour une exposition du public au regard d'activités dites planifiées, c'est-à-dire d'activités sur lesquelles l'homme a des possibilités d'action de réduction à la source. Alors, je reviens, je vais d'abord expliquer à quoi sert cette valeur guide. En fait, les valeurs guides définies par l'OMS ne sont pas spécifiques du tritium. Il y a autant de valeurs guides que de radionucléides d'intérêt. Je vous ai collé sur la gauche un extrait du tableau des valeurs guides calculées par l'OMS pour les radionucléides. Donc, il n'y a rien de spécifique dans l'établissement d'une valeur guide par l'OMS vis-à-vis du tritium. C'est une valeur qui est utilisée qui est proposée par l'OMS en tant qu'usage comme un outil de calcul d'une concentration, d'un critère de dose individuel pour l'ensemble des radionucléides. Quand on veut savoir si on dépasse s'il y a trop de radioactivité dans une eau, on calcule, selon la méthode de l'OMS, cette concentration de dose, ce critère de dose individuelle, en additionnant tous les rapports de concentration mesurés dans l'eau aux valeurs guides qui sont fournies par l'IRSN, par l'OMS, pardon. Si la somme de tous ces rapports est inférieure à 1, il est considéré que le critère de dose individuelle est inférieur à 0,1 millisievert par an, et donc le critère dosimétrique de qualité de radiologie de l'eau est atteint. Donc le contrôle est jugé satisfaisant. Si en revanche la somme de tous ces rapports est supérieure à 1, il est considéré globalement que le critère de dose individuelle est supérieur à 0,1 millisievert et des solutions pratiques devraient être recherchées pour réduire les expositions. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de distribuer l'eau. Ça veut simplement dire que des solutions, le gestionnaire de la ressource en eau potable doit rechercher des solutions pour réduire cette dose. Si, en revanche, la somme de tous ces rapports de concentration aux valeurs guides est supérieure à 1 et conduit à une concentration, un critère de dose individuelle supérieur à 1 millisievert, qui est effectivement la limite de la CIPR pour des expositions planifiées, il est considéré qu'une exposition ne devrait pas durer régulièrement supérieure à cette valeur. Donc, il faudra vraiment faire quelque chose pour gérer la ressource et abaisser considérablement les expositions.
Donc, au sens de l'analyse de la CRIRAD, tout ça pour vous expliquer que, en fait, quand la CRIRAD critique cette valeur guide de 10 000 becquerels par litre, elle remet en cause non pas la valeur guide pour le tritium, mais la référence dosimétrique de la CIPR, en fait, qui est reprise par l'OMS. Alors, ce 0,1 millisievert, il sort d'où? Quelles sont les bases de l'OMS pour retenir cette valeur-là? Alors, l'OMS le dit clairement, hein, elle utilise deux types de critères, des critères de type épidémiologique et des critères de type environnementaux. Alors, je vais commencer par les deux critères épidémiologiques qui sont complémentaires. L'OMS dit qu'en dessous de 100 millisieverts sur une vie entière, il n'a pas été possible par les études épidémiologiques de mettre en avant un risque d'excès de cancer pour ces expositions prolongées. En fait, aujourd'hui, Dominique Laurier pourra l'expliquer, certaines études épidémiologiques en dessous de 100 millisieverts vie entière permettent de mettre en évidence des corrélations qui fitent finalement assez bien. Quoi qu'il en soit, l'OMS conclut que, au regard du choix de 0,1 millisievert par an, une exposition d'un peu moins de 10 millisieverts par vie entière, c'est le dixième de 100 millisieverts et il correspond à une très faible probabilité de détecter un quelconque effet indésirable. Donc ça, c'est le premier argument. C'est le dixième d'une dose vie entière de 100 millisieverts, et donc c'est très faible. L'autre critère qu'elle retient, c'est une analyse du risque nominal défini par la CIPR. Et on reviendra dessus parce que c'est là-dessus que la CRIRAD dresse une analyse de la situation. Le coefficient de risque nominal pour l'incidence de cancer induit par des radiations est de 5,5 10-2 par sievert. En multipliant ce coefficient par une concentration de dose individuelle, une concentration dérivée individuelle de 0,1 millisievert par an, on obtient un risque de cancer annuel estimé approximativement à 5,5 10-6. Et donc, elle considère que c'est faible. Voilà. Et il y a un autre critère, donc le critère environnemental, c'est-à-dire que l'OMS considère que l'exposition moyenne à la radioactivité environnementale naturelle de l'ordre de 2,4 millisieverts par an, ce qui revient à quelque chose comme 168 millisieverts pour une vie entière, et que pour une dose ajoutée de 0,1 millisievert par an, il y aura un très faible ajout par rapport au bruit de fond naturel de radioactivité. Elle considère que cet ajout est pratiquement négligeable. Voilà. Alors, comment passe-t-on du millisievert, qui est l'unité dans laquelle on exprime le risque radiologique, à une probabilité de cancer? Eh bien, on part d'une relation qui est calculée par la CIPR sur la base principalement du suivi épidémiologique de la cohorte de Hiroshima-Nagasaki. Ce suivi établit une relation quantitative et qui dit que pour un sievert, vie entière, la probabilité de cancer, tout cancer confondu, est de 1,7 10-1, c'est-à-dire de 17%. La CIPR a également un autre indicateur qui n'est pas le risque nominal, mais qui est le détriment. Le détriment, c'est un risque nominal pondéré par la gravité du cancer, qui aboutit à l'expression d'un autre chiffre, c'est-à-dire que pour un sievert, à un sievert correspond une probabilité de cancer pondérée par sa gravité de 5,5 10-2. Donc, il est potentiellement possible, comme l'a fait la CRIRAD, de traduire
la référence dosimétrique sur laquelle s'appuie l'OMS par le risque nominal pour obtenir une probabilité de cancer ou un détriment annuel. Donc, à 0,1 millisievert par an correspond à une probabilité de cancer de 1,7 10-5 par an. Si on multiplie par 70 ans, bien entendu, on a une dose totale de 7 millisieverts qui correspond à une probabilité de cancer, établie selon les règles de la CIPR, de 1,2 10-3. Voilà. Et si on prend le détriment pour référence, et je rappelle que c'est à partir du détriment que la CIPR a défini les limites de dose, les 7 millisieverts correspondent à un détriment de 3,8 10-4. Alors, je fais à ce stade deux commentaires. La dose efficace n'est pas un outil de calcul du risque individuel, hein. La dose efficace est un outil de gestion qui est un indicateur du risque individuel, mais il n'est en règle générale impossible de remonter du calcul d'une dose efficace à un risque individuel, à une probabilité individuelle. Donc la CIPR déconseille formellement de procéder à ce type de calcul, et ce pour beaucoup de raisons. Mais là où effectivement la CIRAD est légitime à adresser sa critique, c'est que dans le cas du tritium sous forme HTO, il se distribue de façon homogène dans le corps, on l'a vu ce matin, et donc il aboutit potentiellement à une exposition qui est une exposition homogène et qui conduit finalement à comparer, à exprimer une dose efficace, à pouvoir utiliser la dose efficace au tritium pour la comparer au détriment ou au risque nominal de la CIPR. Puis surtout, c'est l'argument, la chose la plus importante, c'est que c'est bien à partir du détriment et donc du risque nominal calculé par la CIPR sur la cohorte Hiroshima-Nagasaki que la CIPR s'est appuyée pour établir ses limites de dose. Donc, la discussion et l'argumentaire est pertinent. Alors, donc on l'a vu, on a des chiffres, on arrive à des chiffres qui sont de l'ordre de risque ajouté de 10-3 vies entières ou 10-4 vies entières suivant qu'on prend le risque nominal ou le détriment. La question qui est posée finalement, c'est trop ou c'est pas assez, c'est tolérable ou c'est pas tolérable. C'est une excellente question, mais cette question est éminemment complexe. En tout cas, la réponse à cette question est éminemment complexe. Elle revient au pouvoir public qui doit gérer les risques, et elle met en jeu un ensemble de considérations qui ne sont généralement pas que des considérations liées au risque sanitaire lui-même, mais aussi tout un ensemble de considérations socio-économiques. Donc la question est excessivement complexe. Alors, en général, quand on doit manipuler des chiffres de ce type, on procède par comparaison. Donc l'OMS a déjà fait cette comparaison à la fois sur le plan épidémiologique et à la fois sur le plan environnemental, pour dire qu'effectivement, 10 millisieverts de vie entière, c'est fait par rapport à 100 millisieverts de vie entière, ou 0,1 millisievert ajouté par an par rapport à 2,4 millisieverts de radioactivité naturelle, c'est faible. Ça, c'est une façon de procéder. La CRIRAD lance la discussion sur un autre type de comparaison, c'est la comparaison entre les valeurs qui sont retenues comme risque tolérable pour le risque chimique et celles qui sont retenues comme tolérables pour le risque radiologique. Globalement, alors il y a beaucoup de discussions sur le sujet, mais globalement, il y a une forme entre de nombreux organismes internationaux et nationaux, il y a une forme de convergence pour considérer que le risque à une valeur de 10-5 vies entières est une cible de risque tolérable. D'ailleurs, les valeurs toxicologiques de référence établies pour les produits chimiques partent de cette extrapolation d'un risque chimique généralement de 10-5 vies entières. Bon, évidemment,
La question donc qui arrive immédiatement, et ce qu'a fait la CRIRAD, c'est que quand on compare soit le risque nominal calculé par voie radiologique ou le détriment calculé par voie radiologique, 10-3 ou 10-4, il est effectivement beaucoup plus grand que 10-5. Alors, c'est tout à fait exact. Et dans notre avis, nous avons essayé d'expliquer ce qui rapproche et ce qui éloigne les méthodes d'établissement de ces chiffres-là. On pourra revenir dessus dans le détail, mais le fait est que même s'il y a quelques sujets de rapprochement entre la détermination de ces chiffres, il y a des différences assez fondamentales entre les méthodes d'établissement des risques nominaux pour les produits chimiques et pour les rayonnements ionisants, de telle sorte qu'il est très difficile de vouloir les comparer d'une manière directe. D'autant que qu'est-ce que je voulais dire, de manière directe, d'autant que je me suis perdu dans ma... il est très difficile de comparer de façon directe. Ouais, je me suis un peu perdu, désolé. D'autant que les incertitudes, oui, ça y est, les incertitudes qui sont inhérentes à chacune des méthodes sont très élevées. L'ANSES, de son côté, reconnaît que les incertitudes liées à la détermination des VTR chimiques sont suffisantes pour qu'il faille véritablement, pour les analyser correctement, les regarder dans des ordres de grandeur, au sein d'ordres de grandeur, c'est-à-dire des facteurs multiplicatifs de 10. Au risque de radiologie, c'est à peu près pareil, parce qu'on se trouve dans des zones faible dose, très faible débit de dose, où les incertitudes sont très importantes. Bon, sur le sujet, je vous invite, alors on pourra revenir éventuellement s'il y a des questions plus précises sur cette comparaison, on pourra revenir par oral, mais je vais essayer d'avancer. Je vous signale qu'il devrait paraître très prochainement une publication conjointe entre l'INERIS et l'IRSN sur la comparaison entre les valeurs toxicologiques de référence et le détriment radiologique. Elle devrait paraître dans une revue anglo-saxonne bientôt, mais elle devrait également paraître en français dans la revue Radioprotection. Et il doit être noté également que de plus en plus de publications sur le sujet se font jour parce que le besoin d'intégration des risques et de gestion proportionnée des risques, quelle qu'en soit l'origine, est de plus en plus grand. Et les besoins de la société civile de répondre aux questions de cette nature-là est toujours plus grand. Donc effectivement, dans les années à venir devraient donner plus d'éléments d'information, plus d'éclairage sur ce type de comparaison. Bon, on a parlé beaucoup de chiffres, mais en fait, ce qui est aussi très important dans cette façon de regarder les chiffres, c'est que c'est de la manière dont ils sont utilisés. Dans le domaine chimique, la limite est utilisée comme une force d'attraction, c'est-à-dire que c'est une force pour réduire les concentrations existantes, souvent, hein, en tout cas souvent, pas tout le temps, mais souvent, en prenant cette limite pour alpha et l'oméga du contrôle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a en dessous de la limite, c'est pas bon, en dessous de la limite, ça passe. Dans le domaine radiologique, c'est un peu différent parce que la limite n'intervient qu'en fin de processus, en fin du processus d'optimisation. C'est-à-dire que tout le système de radioprotection est basé sur le principal ARA, qui veut que préalablement à l'étude, à la définition au regard qu'on peut porter sur des limites, on s'attache d'abord à limiter au niveau le plus bas possible les rejets dans l'environnement. Là, je ne parle que des expositions pour la population. Ce qui conduit à ce qu'on ait une exigence dès le départ, dès la conception des installations ou dans leur fonctionnement ordinaire, des installations qui rejettent des radionucléides, sur tout ce qui peut être fait. Les meilleures techniques disponibles. Pardon ? Il vous reste 1 minute. Ah, je suis en retard, désolé. Tout ce qui peut être fait pour réduire l'exposition.
Et donc, c'est l'étape préalable, c'est-à-dire qu'on réduit d'abord et ensuite on compare à la valeur limite. Typiquement, la limite d'exposition pour le public, c'est dans le titre de la CIPR, c'est 1 millisievert par an. En pratique, les expositions observées autour des CNPE en France, typiquement, c'est de l'ordre de 1 microsievert, quand on prend les calculs qui sont faits à partir des observations environnementales. Donc, il y a un facteur entre la limite et la valeur observée, un facteur 1000, en fait. Et donc, effectivement, dans ce sens-là, la limite n'est pas regardée du tout avec le même œil que dans le domaine chimique. C'est-à-dire que la limite, c'est un point à ne pas dépasser, absolument. Mais qu'on fera tout pour réduire en amont. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, au regard de la discussion précédente, c'est que les chiffres ne sont pas les mêmes. Effectivement, il y a des différences entre les niveaux, mais que ces différences ont une base liée à l'usage de ces limites. Donc je passe ensuite à la référence européenne de qualité de 100 becquerels par litre, qui a, elle, un autre fondement. Et je le lis parce qu'il est indiqué clairement dans la circulaire de la Direction générale de la santé. La mesure du tritium sur l'indicateur susceptible de révéler la présence de radionucléides artificiels et donc une contamination d'origine humaine. En cas de dépassement de cette référence de qualité, la présence éventuelle d'autres radionucléides artificiels doit être recherchée. On sait que les eaux destinées à la consommation humaine peuvent être issues de captages profonds et ou sans relation immédiate avec les autres surfaces impactées par les activités humaines. Et l'exposition qui en résulte est principalement liée aux radionucléides naturels. Elles peuvent également être issues de captages d'eau de surface ou de captages profonds en relation avec les eaux superficielles, au travers de failles notamment. Donc l'exposition radiologique qui résulte de la consommation de ces eaux peut être aussi liée aux activités humaines contemporaines. L'eau tricier ayant la mobilité environnementale de l'eau, c'est un excellent traceur de pollution anthropique. Donc le bruit de fond, on l'a vu ce matin, des eaux continentales sans contact avec les eaux de surface, il est de 0,1-0,2 becquerel par litre. Le bruit de fond anthropique actuel du tritium, il est de l'ordre de 1 becquerel par litre. Les teneurs moyennes annuelles de tritium dans les fleuves français, en aval proche des centrales nucléaires, hein, j'insiste, en aval proche des centrales nucléaires, varient en moyenne annuelle entre 5 et 60 becquerels par litre suivant les fleuves. Et les teneurs ponctuelles en tritium peuvent être détectés en aval des CNPE et qui peuvent être détectés en aval des CNPE peuvent dépasser ponctuellement 100 becquerels par litre dans le cadre des autorisations de fonctionnement. Alors, au regard de la proposition de la CRIRAD d'abaisser à 2-3 becquerels par litre la référence de qualité européenne pour détecter une contamination, hein, parce qu'il s'agit bien de ça, 2-3 becquerels par litre, c'est vraiment très bas parce que ça correspond pratiquement au bruit de fond anthropique annuel. Donc, ça correspond au niveau qu'on ne peut pas réduire et diffuse, non contrôlable et qu'il n'est pas possible d'extraire le tritium de cette eau avant de le distribuer aux usagers. Je rappelle que les références de qualité utilisées par les ARS sont faites pour gérer un risque sanitaire ou prévenir un risque sanitaire. Là, à ces niveaux-là, il n'y en a pas. 10 becquerels par litre, c'est un niveau qui est, c'est l'autre proposition qu'avait fait la CRIRAD. C'est pas vraiment un objectif qui est possible, enfin qui est raisonnable, dans la mesure où en fait il est régulièrement dépassé dans certains fleuves nucléarisés. Vous l'avez lu dans les graphes que vous a présenté Marc Gled ce matin, notamment dans certains fleuves qui ont des débits relativement faibles, on est souvent au-dessus de 10 becquerels par litre. Donc si on détecte ce niveau, il n'y a pas forcément d'action corrective à exercer de la part du gestionnaire, parce qu'elles correspondent à des niveaux de rejet autorisés en fait par les pouvoirs publics. Et ces niveaux qui sont autorisés sur les bases d'études d'impact. Je rappelle également que au niveau de 10 becquerels par litre,
la dose reçue par l'adulte, la dose annuelle reçue par l'adulte, elle est de 0,1 microsievert, pas 0,1 millisievert, 0,1 microsievert. Et la dose reçue à 70 ans résultant d'une telle exposition, 10 becquerels par litre, c'est de 0,01 millisievert. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine des très 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 faibles doses, dans le domaine où les incertitudes sur les risques sont très élevées. En revanche, 100 becquerels par litre, ça permet de mettre en évidence des situations qui sortent de l'ordinaire, en tout cas dans une eau potable. On l'a vu, la CRO l'a bien montré que 100 becquerels par litre, c'est un niveau qui n'est pratiquement jamais observé par le contrôle des ARS. Michel, est-ce que tu peux conclure? Oui, je dis simplement qu'un abaissement des limites de détection peut avoir du sens pour identifier des ressources potentiellement vulnérables, ça c'est vrai, mais pas forcément dans le cadre d'un contrôle de routine. Et pour conclure, je rappelle tous les points qu'on a rappelés dans l'avis, c'est-à-dire que la comparaison des risques radiologiques reste un exercice difficile, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'harmonisation dans les méthodes d'établissement des risques nominaux, que l'incertitude épistémique inhérente à la question des faibles doses doit conduire à réinterroger régulièrement les connaissances disponibles. On l'a vu ce matin, plutôt cet après-midi, c'est que l'IRSN était favorable à un réexamen par la CIPR de l'EBR pour les rayonnements bêta, ou l'usage du facteur de dose et de débit de dose, et que les données épidémiologiques récentes ne permettent pas d'identifier un risque spécifique lié au tritium. Donc, les résultats de plus récentes toxicologies expérimentales confirment que le tritium est l'un des moins toxiques de tous les radionucléides. L'exposition du tritium au niveau environnementaux actuel conduit à des doses extrêmement faibles. Et les normes de l'OMS sont globalement conformes aux principes de gestion et aux limites définies par la CPR. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Voilà ce que contient notre avis. Merci Michel pour cette présentation très complète. Je propose que nous passions aux questions. Y a-t-il des questions avec des mains qui se lèvent? Oui, Pierre, je te laisse la parole. Pierre Barbet. Oui, c'est juste pour apporter un petit correctif à ce qui vient d'être dit concernant les VLEP en risque chimique. Ce que vous avez introduit comme distinction, en fait, doit être complété par une information qui est la suivante. C'est en matière de risque chimique, on a deux types de VLEP. On a des valeurs limites d'exposition professionnelle qui sont indicatives, et ça, c'est ce que vous avez indiqué. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose et très rapidement. Et on a des valeurs limites d'exposition professionnelle qui sont contraignantes. Et celles-ci, elles sont effectivement elles peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires, exactement comme dans le domaine nucléaire. Donc, une valeur limite professionnelle qui est contraignante, dans le chimique comme dans le nucléaire, c'est une valeur infractionnelle. Elle ne peut pas être dépassée. Et ça, c'est important d'apporter cette distinction. Juste ce point-là que je voulais reprendre. Par ailleurs, effectivement, il y a souvent du 10-5 comme risque dit tolérable pour le risque chimique. Ce n'est pas toujours vrai. Je vous reprends l'exemple des dioxines et les valeurs que l'USEPA propose pour les dioxines, c'est du 10-6 pour reprendre cette notion de risque dit tolérable. Voilà. Merci Pierre pour ce commentaire. Michel, tu veux… Oui, deux commentaires. Les commentaires sont tout à fait justes. Simplement, là, pour simplifier, je me suis placé sur la question du risque population et de la norme OMS et du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Juste ça, je ne suis pas rentré dans d'autres considérations. Okay. Pour le public, vous avez raison. Oui. Merci de cette précision qui était importante. Y a-t-il d'autres questions sur cet exposé sur tritium et eau de boisson? Monsieur Jean-Paul Tixier. Non, on ne vous entend pas. Votre micro. Votre micro. Votre micro. Votre micro. Ça y est, vous m'entendez? Voilà. Vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Oui, très bien.
Voilà, je me présente. Je suis M. Tixier, je suis représentant de c'est-à-dire la Société Protection de Nature et d'Aménagement de Lot-et-Garonne. Nous buvons de l'eau de la Garonne, qui est donc en aval de la centrale de Golfech. Est-ce que je pourrais avoir des chiffres concernant l'eau que nous buvons, concernant donc la radioactivité au tritium? Où c'est que je prends ces renseignements-là, s'il vous plaît, d'une façon pratique? Alors, là encore, je parle au nom de la DGS. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la DGS ou d'une ARS dans le public qui pourrait répondre mieux que moi, mais en fait, les informations sont disponibles. Elles ne sont pas forcément simples d'accès, mais elles sont disponibles sur Internet. Il y a un site auquel vous pouvez accéder par le site du ministère de la Santé et qui s'appelle, alors je ne sais pas si on pourrait mettre un lien, Orobnat. Si vous tapez Orobnat dans Google, vous allez avoir les résultats des contrôles qui sont faits à des fréquences variables suivant les captages et les points de distribution par toutes les ARS de France et de Navarre. Donc vous pouvez accéder à tous les paramètres mesurés par les ARS dans le cadre de leur contrôle. D'accord. Et par ailleurs, il y a une autre façon, mais elle est peut-être un peu plus compliquée. Excusez-moi de vous couper, c'est Orobnat. Si vous tapez Oui, vous pouvez appeler parce que... Alors, attendez, je vais vous le retrouver parce que Alors, c'est https://orobnat.santé.gouv.fr. Voilà, il est dans le chat pour tout le monde. Voilà. Et on peut éventuellement trouver depuis quelques années, le ministère de la Santé met à disposition l'ensemble des données du contrôle sanitaire dans le portail data.gouv, opendata.gouv. Mais c'est plus compliqué, un peu plus compliqué, c'est de la donnée brute. Merci pour ces précisions. Monsieur Guéry veut poser une question. Monsieur Guéry. Oui, en fait, je l'ai posée dans le chat, mais je vais la poser en direct. Les limites, c'est une chose, mais les contrôles en sont une autre. Or, le problème, c'est que les CNPE sont souvent implantés, enfin, les communes autour des CNPE sont souvent des petites communes, et en fait, elles n'ont une obligation de contrôle de la radioactivité qu'une fois par an, voire même une fois tous les 2 ans. Et il n'y a pas d'obligation non plus quand il y a une fuite, comme ça s'est produit plusieurs fois sur le CNPE du budget, quand il y a une fuite dans la nappe phréatique sur le CNPE, il n'y a pas d'obligation non plus faite aux communes de contrôler la radioactivité. Ce qui fait qu'il y a des pollutions qui peuvent passer complètement inaperçues pour les gens et ils peuvent boire de l'eau tricier sans qu'il y ait de contrôle. Donc, il y a réellement un problème, c'est bien d'avoir des limites, mais il faut des contrôles beaucoup plus importants. Je crois que c'est une question qui s'adresserait plutôt à la DGS. Michel, tu veux compléter? L'intervention est judicieuse parce qu'en fait, elle est réelle, parce que en fait, la fréquence des contrôles dépend principalement du nombre de personnes desservies et du volume distribué à partir de la ressource. Donc effectivement, sur les ressources de petite taille qui distribuent à un nombre relativement peu élevé de personnes, effectivement, correspond à un nombre de contrôles plus léger. Ceci dit, je peux peut-être moduler, mais je ne voudrais surtout pas parler à la place des ARS. Il y a quand même des contrôles qui sont faits au moment de l'autorisation de mise en fonctionnement de la ressource, qui doivent normalement faire un contrôle préalable de la totalité des paramètres de qualité qui sont à vérifier. Mais là, effectivement, je ne peux pas parler au nom des ARS. Merci Michel. Une autre question. Il faudrait juste qu'autour des installations à risque, les contrôles soient obligatoires beaucoup plus souvent. Merci. Une question par Monsieur Terraché. À la question du correspondant tout à l'heure qui voulait savoir la qualité, qui s'inquiétait sur la qualité de son eau.
en gros et en moyenne, l'ARS fait par prélèvement, disons par réseau de distribution, 2 contrôles par an. Hein. Évidemment, oui, c'est fonction de la quantité du débit, du nombre d'habitants, mais en moyenne, c'est ça, c'est 2 par an. Voilà. Et les centrales nucléaires rejettent pratiquement tous les jours. Donc, effectivement, il y a de fortes chances que les contrôles ne contrôlent pas tout. Merci pour ce commentaire. D'autres questions? Alors, je regarde dans le chat, il y en a peut-être une qui peut attirer mon attention et je vais sans doute m'adresser à Michel. C'est une question de Michel Guérit sur l'eau en bouteille, sur finalement le fait qu'on estime une consommation de 2 litres par jour. Alors, admettons que quelqu'un boive 4 litres par jour, qu'est-ce que ça changerait? Je formule la question un petit peu différemment. Ben, ça doublerait la dose, mais le fait est que l'OMS, quand elle établit ses règles, le fait en considérant la totalité des risques, qu'ils soient radiologiques, chimiques ou bactériologiques. Et surtout en considérant le risque que l'arrêt de la production d'une ressource en eau aurait pour conséquence sur les populations. Elle hiérarchise très clairement les niveaux de risque entre les risques bactériologiques d'une part, chimiques d'autre part et radiologiques. Et très clairement, dans sa hiérarchisation des risques et dans la hiérarchisation qu'elle fait des contrôles à faire sur les eaux potables, elle met le bactériologique en premier et de loin, et pour cause. Ensuite le chimique et en dernier le radiologique. Par ailleurs, elle le fait pour le plus grand nombre, c'est-à-dire que cet indicateur est un indicateur moyen. Chaque pays qui aura éventuellement les moyens et d'une politique sanitaire plus ambitieuse pourra émettre des recommandations différentes. Mais c'est principalement un guide, le guide de l'OMS, qui est destiné pour tous les pays, et ce ne sont que des recommandations. Merci, pardon. Merci Michel pour ces précisions. Il est 16h53. On avait prévu de finir à 16h55. Donc, comme je vois qu'il n'y a plus de questions, ben, je vous propose Pierre, poser une dernière question. Oui, non, c'est une remarque. Tout à l'heure, quelqu'un est intervenu, je ne sais plus qui, sur la question des nappes phréatiques. Alors, on a un problème sur cette question des nappes phréatiques sous les sites nucléaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, c'est protéger la ressource. Protéger la ressource, ça veut dire 0 rejet. Donc, il n'y a pas de valeur limite pour les nappes phréatiques, c'est normalement rien du tout. Or, il y a de façon régulière des contaminations des nappes phréatiques, notamment en tritium. Et là, quelque part, l'exploitant s'est créé un droit lui-même, puisqu'il fixe des valeurs qu'on appelle des événements significatifs pour l'environnement, des ESE, et il fixe ces valeurs à 1000 becquerels par litre, ce qui est quand même extrêmement important comme valeur à partir du moment où il commence à faire une déclaration à l'ASN. Donc je pense que là, il y a une question qui devrait faire l'objet quand même d'une réflexion, voire d'une interrogation pour les pouvoirs publics, parce que, un, ça touche la ressource en eau, et deux, comme on l'a dit tout à l'heure, le tritium est un événement précurseur, et donc potentiellement devoir apparaître d'autres pollutions par la suite. Donc voilà une réflexion que je voulais vous soumettre avant de vous dire adieu. Merci beaucoup Pierre pour ce dernier commentaire.